Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, les réactions à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. De Kinshasa à Goma, les avis sont partagés. Les forces rwandaises quitteront-elles bien le territoire congolais dans le délai imparti? Nous irons sur place. Et de l'autre côté, les FDLR seront-elles éradiquées? C'est la question qui était au cœur des préoccupations des négociations pour Kigali, qui en avait fait un préalable. Nous irons au Rwanda pour les réactions au lendemain de la signature même. Si ce n'est pas la première fois qu'un tel accord est signé, on verra. Et l'histoire de la mode africaine s'écrit en ce moment à Paris avec la présentation sous la coupole de Galeries Lafayette à Paris du meilleur du design africain avec le pop-up Africa Now jusqu'au 8 juillet. Avec nous pour en parler, Adama Ndiaye, fondatrice de la marque Adama Paris. Elle nous parlera aussi de son groupe qu'elle a amené avec elle et aussi Lara Gay de la maison Algay. On ouvre ce journal par les réactions à la signature de l'accord de paix historique entre la RDC et le Rwanda, qui doit mettre fin à 30 ans de conflit parmi les plus violents de la planète et qui a fait plusieurs millions de morts et autant de déplacés. Un accord signé par les ministres des Affaires étrangères rwandais et congolais à Washington et qui est jugé ambitieux en prévoyant notamment le départ des forces rwandaises du territoire congolais et l'éradication des forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR. Mais vous allez voir qu'à Kinshasa comme à Goma, les avis sont partagés. Les précisions d'Aurélie Bazara Kibangula et Fidel Kitsa. Pour certains habitants ici à Kinshasa, cet accord de paix est un espoir parce qu'il a été signé sous l'égide de Donald Trump. Ils espèrent que le président américain pourra mettre fin à plus de 30 ans de guerre dans l'est de la RDC. Donald Trump a d'ailleurs affirmé que beaucoup de pression allait être mise pour que cet accord soit appliqué. Alors d'autres habitants se disent plutôt sceptiques. Ils affirment que ce n'est pas le premier accord signé entre la RDC et le Rwanda. Ils attendent donc de voir une mise en œuvre concrète sur le terrain. À Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, contrôlée par les rebelles de la FCM 23, soutenue par le Rwanda, les avis sont aussi mitigés. Ce n'est pas une résolution de Washington qui va amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Pour nous, pour moi personnellement, que cet accord ne viendra pas résoudre nos problèmes, mais aussi ajouter d'autres problèmes sur la cause de l'insécurité à l'Est. Il est très important de penser à un dialogue inclusif, comme dans le format proposé par la CENCO et l'ECC, afin que les fils du Congo se mettent ensemble et discutent et réfléchissent sur les questions de survie de notre pays. Du côté de la classe politique congolaise, le gouvernement estime que cet accord représente un pas décisif pour la paix. Une partie de l'opposition prend acte de la signature de cet accord de paix, mais déplore une absence de condamnation du Rwanda, désigné comme pays agresseur selon plusieurs rapports des experts des Nations Unies. Alors pour les églises catholiques et protestantes, c'est un bon début, mais disent-elles, ce n'est pas encore une fin. La ECC rappelle que des discussions sont engagées au Qatar entre les autorités congolaises et les rebelles de la FCM 23 qui contrôlent de vastes parties de territoire dans l'est du pays. Au Rwanda, mélange d'espoir et de réserve au lendemain de cette signature. Kigali y voit un pas dans la bonne direction, notamment sur la question du démantèlement des FDLR. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel accord est signé. Alors, deal historique ou promesse de plus? Les réactions depuis Kigali avec notre correspondante Juliette Montilly. La journée était teintée d'un enthousiasme prudent au Rwanda après l'annonce de la signature de l'accord de paix hier à Washington. L'information a été reprise, bien sûr, dans les principaux médias du pays. Le site Igié parle d'un accord historique, mais pointe déjà un doute majeur, la capacité de Kinshasa à tenir ses engagements. Même tonalité du côté du New Times, qui met une condition très claire à la réussite de l'accord, le démantèlement des FDLR, les forces démocratiques de libération du Rwanda.
Ce groupe de rebelles, comprenant d'anciens génocidaires installés depuis 25 ans dans l'est de la RDC, est perçu ici comme une menace existentielle. Pour Kigali, le soutien apporté par Kinshasa au FDLR était la problématique centrale de ces négociations. Pour le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, la fin de ce soutien constitue le point de départ, la première étape de la mise en œuvre de la paix. En retour, le Rwanda s'engage à lever ce que l'accord qualifie de mesures défensives. Ce n'est pas la première fois que la RDC s'engage à neutraliser les FDLR. Olivier Nduhungirehe a en effet insisté sur, je cite, l'incertitude qui caractérise la région et rappelé que de nombreux accords de ce type n'ont jamais été effectivement implémentés par le passé. On passe à cette page spéciale consacrée à la mode africaine à l'occasion d'une expo-vente exceptionnelle aux Galeries Lafayette à Paris jusqu'au 8 juillet. Africa Now promet le meilleur de la création contemporaine en réunissant 12 designers venus d'une dizaine de pays, du Maroc au Ghana en passant par le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et avant d'entendre nos invités exceptionnels, on écoute deux des créatrices présentes. Mariam Gueye, cofondatrice de Néné Yaya, et Collé Ardosso au micro de Clémence Valère. L'Afrique a beaucoup de potentiel, On a beaucoup à faire et en fait, ce genre d'événement nous permet d'être visibles au monde. Au Galeries Lafayette, il y a tellement de passages et je vois que les gens découvrent et aiment vraiment nos créations. D'ailleurs, les designers avec qui je suis venue, en 2 jours, ont écoulé leur stock et sont en train de faire revenir du stock du Sénégal. Ça va faire bientôt 40 ans que je suis dans ça. Et j'ai été sélectionnée. Ça nous aide et ça nous permet quand même de percer, de montrer autre chose de l'Afrique, de montrer la création africaine. Je pense qu'on a notre place, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et que la créativité, c'est africain. C'est les Africains qui créent. On fait des modèles uniques. On fait des sur-mesures. Ça veut dire qu'on est dans la haute couture africaine et internationale. De retour sur le plateau pour un JTA exceptionnel avec des designers les plus en vue du continent africain. Adama Gueye, fondatrice de la marque qui porte son nom, Adama Paris, et Larad Gueye de la maison Al Gueye. Bienvenue à vous deux sur ce plateau. Je suis ravie de vous recevoir. Adama Paris, j'aimerais commencer avec vous. Vous êtes exposé jusqu'au 8 juillet dans l'un des lieux les plus iconiques de la mode à Paris. Que représente cette visibilité pour vous et pour la mode africaine que vous portez depuis si longtemps ? Beaucoup. Ça représente énormément de choses. Ça représente la visibilité, ça représente des ventes, ça représente également une mise en lumière des créateurs, notamment des créateurs de mon collectif, parce qu'il faut savoir que je suis curatrice d'une partie du pop-up. Ouais. Et j'ai ramené avec moi des talentueux créateurs, dont Néné Yaya, que vous avez pu voir. Ouais. Et avec moi, là, en backstage, il y a Ibrahim Fernandez, qui est un créateur ivoirien très talentueux, qui est beaucoup en vogue en ce moment. On a aussi Sisters of Africa, Hélène, avec ses sœurs, qui font une mode exceptionnelle et qui surtout une mode finalement made in Africa for the world. On le voit à l'engouement que ça suscite aux galeries. On a énormément de gens. En une semaine, on avait pratiquement écoulé nos stocks. Ah ouais. Et c'est vraiment, voilà. Et ça dure encore jusqu'au 8 juillet. Donc, et tout le monde pourra y aller, évidemment. On en reparlera. Justement, Larad Gueye, vous de la maison Al Gueye, vous faites aussi partie de ces talents qui ont été choisis. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être là à Paris ? Bon, un tremplin pour la mode africaine, pour la mode sénégalaise pour moi, et une belle vitrine aussi pour la marque Al Gueye Dakar que j'ai créée. Et je suis là avec, par le biais de l'IFC Banque mondiale, avec qui j'ai signé un accord pour une expansion et puis une structuration de la marque Al Gueye. Et là, on est passé par Africa Fashion Hub
On a eu à faire un défilé le jeudi passé et on est là jusqu'au 8 pour ce pop-up-là Africa Now. Est-ce que votre objectif à vous, Algey, est-ce que c'est faire de la haute couture et de pénétrer peut-être le cercle extrêmement fermé de la haute couture parisienne? Est-ce que ça vous plairait, ça? Bon, c'est un rêve, en fait. C'est un rêve et je pense qu'on a tous les atouts pour pouvoir faire de la haute couture et proposer des pièces de haute couture. Même si on ne le fait pas, on aspire à le faire parce qu'on a les capacités de le faire. Même si c'est les moyens financiers qui manquent. Et je pense que d'ici peut-être quelques années, on va réaliser ce rêve. Ah ben, on suivra ça de près, évidemment. Adama Ndiaye de Adama Paris, vous êtes à l'origine de la Dakar Fashion Week, à la Black Fashion Experience, donc qui est encore autre chose. Comment ça s'inscrit justement ce pop-up Africa Now des Galeries Lafayette dans votre combat, j'allais dire, pour la visibilité des marques africaines? C'est toujours dans la même lignée et c'est toujours la même chose. On veut donner de la visibilité, on veut mettre en lumière, on veut donner de l'espace, on veut rendre visible, rendre vendable et surtout un contact direct avec les publics européens, notamment la français. On ne va pas s'arrêter que là. On a d'autres projets dont on vous parlera. Mais c'est hyper important pour moi. Les défilés, effectivement, c'est bien, c'est beau, c'est joli, mais les créateurs ont besoin de vendre. Les créateurs ont besoin de income, ont besoin vraiment, voilà, il n'y a pas beaucoup de créateurs qui sont soutenus par des banques ou par, malheureusement, il n'y en a pas encore assez. Du coup, moi, ce que je fais à mon petit niveau, c'est de leur donner ce tremplin, de leur donner des espaces où ils peuvent exister et surtout, ils peuvent expand. Oui, pardon. Ils peuvent justement se développer, grandir. Voilà. Et se développer passe vraiment par ce côté commercial, mercantile. Mais comment est-ce qu'on fait pour pénétrer ce marché français, réputé difficile? Vous savez qu'ici, alors vous avez grandi à Paris, donc forcément, Adama, est-ce que justement c'est facile de vendre de la mode africaine ici? Est-ce que c'est facile? Mais c'est facile de vendre nulle part. Ouais. Déjà, c'est vraiment ça. C'est facile de vendre nulle part. Après, quand on veut vendre dans un pays, il faut avoir les codes, il faut comprendre le marché, il faut comprendre comment ça marche. Et voilà, c'est clair qu'on ne vend pas à Paris comme on vend à New York ou comme on vend à Hong Kong, même s'il y a quand même les mêmes bases de la vente. Mais il faut comprendre son marché, il faut comprendre sa cible et avoir les prix qu'il faut. Voilà, c'est une espèce de... C'est vraiment un système un peu codifié, mais voilà, c'est à la portée de tous les gens qui veulent finalement s'insérer dans un marché. Il faut comprendre son marché et comprendre sa cible. Comprendre la cible, Lara Gay. Est-ce que pour vous aussi, c'est important de pouvoir être reconnu aussi, je me demandais, parce que les pièces que vous faites, par exemple, elles sont portables vraiment par n'importe qui, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle vous pensez quand vous créez, ou de toute façon, vous créez de façon libre? En fait, quand on crée, on est déjà libre. Moi, je pense que la créativité, c'est une démarche intellectuelle. Et il faut être libre pour pouvoir créer. Il faut être libre pour pouvoir proposer des choses qui nous conviennent, nous, afin que les autres aussi puissent apprécier. Et je pense que, à mon avis, pour pénétrer ces marchés-là, il faut qu'on essaye de faire en sorte que les produits que nous créons puissent être compétitifs sur le plan international. C'est-à-dire que les coupes puissent être en accord avec vraiment le standard en coupe, et puis choisir des matériaux qui parlent à tout le monde. Même si on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, il faut quand même, comme Adam l'a dit, essayer de définir sa cible et trouver un moyen de les satisfaire en leur proposant des produits dignes de ce nom. D'accord, il faut qu'il y ait des coupes pour tout le monde. Oui. Moi, je pense, au-delà de ça, je pense que c'est vraiment... Moi, en fait, j'insiste les jeunes à garder leur identité. Mais je pense que là, l'erreur qu'on fait, c'est toujours de vouloir
plaire aux autres. Je pense que la différence est une vraie force pour nous dans la mode africaine. Et c'est cette différence qu'il faut maintenant commencer à vendre. Et puis, le monde est tellement global maintenant. Ouais. Voilà, les Chinois voient ce qui se passe à Sandaga, les Sandaga voient ce qui se passe à New York. Absolument, grâce à Donc, je pense Internet. Que c'est comme la mode de Hal, c'est comme la mode de Sister Africa ou Ibrahim ou Nene Yaya. C'est des modes d'emblée accessibles parce que les gens voyagent. Parce qu'on est dans un monde contemporain, on est dans un monde où, regardez, elle est magnifique. Absolument. Et donc, tout voyage. Voilà, tout voyage. Il suffit vraiment juste d'avoir les codes des pays et de savoir comment vendre. Absolument. Merci beaucoup. Merci infiniment. Lara Algey de la maison Algey et Adama Paris. Merci d'être venus sur ce plateau. C'est ainsi qu'on referme ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Prenez la mode africaine parce qu'elle est partout, elle est absolument magnifique et j'en suis extrêmement fière d'en être l'ambassadrice. Merci beaucoup. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. De Dakar à Paris, en passant par Abidjan évidemment, on n'oublie pas Congo. Tous. Merci beaucoup. Merci.